Seul un idiot prendrait le risque de contrarier Kim Jong-un et il semble que ce soit exactement ce que Poutine a fait. Il y a des rumeurs selon lesquelles les forces russes amènent des soldats nord-coréens sur le front sans planification ou avec peu de planification, sans parler des armes, et les utilisent comme chair à canon. Ces soldats sont utilisés comme main-d'œuvre disponible dans les conflits contre l'artillerie et les drones ukrainiens, bien qu'on leur ait promis qu'ils seraient protégés dans des positions défensives. Si ces rapports sont exacts, il s'agit d'une action brutale qui pourrait potentiellement irriter fortement Kim Jong-un. Que se passe-t-il si l'un des dictateurs les plus capricieux du monde apprend que ses soldats sont tués dans des guerres russes? Nous nous penchons sur les conséquences explosives du fait que des soldats nord-coréens combattent aujourd'hui en Russie et y perdent la vie, ainsi que sur les répercussions sur la nouvelle relation précaire de Poutine. Il convient toutefois de noter tout d'abord que si les troupes nord-coréennes en Russie et ou en Ukraine sont une réalité, comme le rapportent les médias ukrainiens et occidentaux, la Corée du Nord a rejeté l'affirmation selon laquelle elle aurait des troupes en Russie. Si une telle chose existe et que les médias mondiaux en parlent, je pense qu'il s'agira d'une action conforme aux dispositions du droit international, a déclaré Kim Jong-il, le vice-ministre des Affaires étrangères de la RPDC chargé de la Russie, le 25 octobre. Bien entendu, Kim fait référence à un accord de coopération stratégique globale entre la Fédération de Russie et la RPDC négocié par Kim Jong-un et Vladimir Poutine lors de la visite de ce dernier à Pyongyang en juin. Le gouvernement russe a officiellement achevé le processus de finalisation de cet accord. Il a été rapidement approuvé par le Conseil de la Fédération, la Chambre haute, après être passé par la Chambre basse le 24 octobre, un jour avant les déclarations de Kim. Poutine l'a maintenant signé, le rendant ainsi officiel. Mais le pire reste à venir. L'article 4 cache une phrase qui fait passer cette coopération à un niveau supérieur. À l'instar de l'article 5 de l'OTAN, qui oblige les deux parties à se fournir mutuellement une assistance militaire en cas d'invasion, l'article 4 de l'accord était pratiquement un pacte de défense mutuelle. Selon l'accord, les troupes nord-coréennes ont à la fois le droit et le devoir d'être présentes à Koursk, comme le montre l'invasion de l'Ukraine dans cette région. Kim Ha-il, premier secrétaire de la mission permanente de la Corée du Nord auprès des Nations Unies, a déclaré lors d'une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU à New York le lendemain de la déclaration de Kim. Les accusations portées contre la RPDC ne sont rien d'autre que de sales manœuvres des États-Unis et de leurs partisans pour dissimuler leurs crimes et faire durer la crise en fournissant à l'Ukraine toutes sortes d'armes mortelles interdites par le droit international, y compris des bombes à fragmentation. Et voilà la portée des déclarations officielles de la Corée du Nord sur ce sujet. De leur côté, les Russes n'ont ni confirmé ni démenti ces informations. Le 21 octobre, un groupe de soldats des forces armées russes a hissé le drapeau nord-coréen depuis leur abri en direction de Pokrovsk, provoquant un grand remue-ménage sur les canaux Telegram ukrainiens comme Union. Il s'agissait d'un petit trolling obscur. Andrei Kovalenko, le directeur du Centre ukrainien de lutte contre la désinformation, a dû intervenir rapidement pour mettre un terme à l'histoire et avertir de ne pas tomber dans ce qu'il a appelé la manipulation psychologique russe. Lors de la conférence de presse qui a suivi le sommet des BRICS à Kazan le 24 octobre, le président russe Vladimir Poutine a adopté une position similaire. Interrogé par un journaliste américain sur de prétendues photos satellites de troupes nord-coréennes, il a répondu « Les images satellites, eh bien c'est quelque chose de sérieux. Les images sont le reflet de quelque chose si elles existent. » Il a ensuite déclaré « Nous n'avons jamais remis en question le fait que les dirigeants nord-coréens prennent très au sérieux leurs promesses à notre égard. Et nous avons approuvé notre traité de partenariat stratégique qui contient l'article 4. Cependant, nous devrons avoir des discussions avec la Corée du Nord avant de décider comment et dans quelle direction nous voulons aller. » Le 31 octobre, le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, Vassily Nebenzia, a été encore plus clair. Pourquoi les États-Unis et leurs alliés tentent-ils d'imposer l'argument corrompu selon lequel ils ont le droit de soutenir le régime de Zelensky et d'utiliser pour cela toutes leurs capacités militaires et de renseignement alors que les alliés de la Russie ne le font pas, même en supposant que tout ce que disent nos collègues occidentaux sur la coopération militaire entre la Russie et la RPDC se révèle soudain vrai. C'est pourquoi ni la Corée du Nord ni la Russie ne se laissent regarder dans les yeux. Ils peuvent de continuer ainsi puisque tous deux affirment qu'il n'existe aucune preuve concrète que de véritables Nord-Coréens sont impliqués dans des opérations de combat. Leur réfutation de l'affirmation selon laquelle des Nord-Coréens sont impliqués dans des combats à Koursk ou en Ukraine consiste en fait à dire « Croyez-moi, je suis du gouvernement ». Mais qu'en est-il de cette vidéo? Il semble clair qu'un contingent considérable de forces nord-coréennes se trouve effectivement sur le territoire russe, comme le montrent des vidéos géolocalisées sur Kivpost et des photos satellites fournies par la Corée du Sud. Selon le Kivpost, deux films auraient montré des soldats coréens en Russie parlant le coréen avec un accent inhabituel au sud
Sud le 18 octobre. Les images montrent des Coréens portant des uniformes militaires russes, rassemblant de l'équipement et participant à des exercices d'entraînement. La deuxième vidéo a été enregistrée dans un centre d'entraînement de la ville de Sergevka, dans la région russe du Primorié, selon le Centre ukrainien de communication stratégique et de sécurité de l'information, également cité par The Kyiv Post. Ils ont ajouté qu'ils avaient utilisé la géolocalisation pour démontrer que la première vidéo avait été enregistrée au même endroit. Ces enregistrements semblent corroborer les preuves présentées la veille par le service national de renseignement NIS de Séoul. Elles montraient une série de photos satellites d'une concentration russe. Entre le 8 et le 13 octobre, la flotte russe du Pacifique a envoyé 4 navires de débarquement et 3 navires d'escorte pour transporter 1500 membres des forces spéciales nord-coréennes des environs de Cheongjin, Hamhung et Musudan. C'était la première fois depuis 1990 que la marine russe pénétrait dans les eaux nord-coréennes. Pour dissimuler leur identité, les troupes nord-coréennes auraient été stationnées dans plusieurs bases de l'extrême-orient russe, dont Vladivostok, Ussurichsk, Khabarovsk et Blagovech-Tchensk. Ils auraient également reçu de fausses cartes d'identité de personnes originaires des régions sibériennes de Yakoutie et de Barachi, ainsi que des uniformes et des armes russes. Selon l'article, les troupes devaient être envoyées sur le front dès qu'elles auraient terminé leur entraînement d'adaptation. Selon la même source, Kim Jong-sik, un acteur important du développement des missiles de Pyongyang et premier directeur adjoint du département de l'industrie des munitions, a été appréhendé en Ukraine début août. Il s'était rendu à plusieurs reprises avec de nombreux officiers militaires nord-coréens sur un site nord-coréen de lancement de missiles KN-23 près de la frontière russo-ukrainienne. Cela va dans le sens d'un rapport du Guardian du 10 octobre qui citait des sources ukrainiennes anonymes selon lesquelles des dizaines de Nord-Coréens travaillaient dans des équipes chargées de soutenir les systèmes de lancement de missiles KN-23 derrière la frontière russe. Selon le rapport, l'armée ukrainienne a affirmé avoir détruit des munitions nord-coréennes lors d'une attaque contre un camp dans la région de Bryansk, située à 120 km de la frontière ukrainienne. Cet incident fait suite à une information du Kyiv Post selon laquelle plus de 20 soldats ont été tués lors d'une attaque de missiles ukrainiens sur un territoire occupé par la Russie, près de Donetsk le 3 octobre. Selon des sources des services de renseignement, 6 officiers nord-coréens qui devaient rencontrer leurs homologues russes figuraient parmi les morts. Selon ces sources, 3 autres soldats nord-coréens ont été blessés. Selon une évaluation plus récente du principal service de renseignement ukrainien, datée du 24 octobre, les premières troupes nord-coréennes sont entrées dans la région de Kursk. Un jour plus tôt, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin avait déclaré qu'il y avait des signes indiquant que des troupes nord-coréennes avaient été transférées en Russie. Reste à savoir ce qu'elles y font exactement. Le journal espagnol El Paso a ensuite affirmé le 26 octobre que des bâtiments de la région russe de Kursk, où des troupes nord-coréennes seraient stationnées, avaient déjà été pris pour cible par les forces ukrainiennes. Ils se sont référés à une autre source, cette fois-ci un membre des gardes-frontières ukrainiens. Le plus proche collaborateur du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, a affirmé le 28 octobre « Nous sommes en guerre avec la Corée du Nord ». Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, semblait être d'accord avec cette affirmation. Il a déclaré que cela montrait le désespoir croissant de Poutine. Aujourd'hui, je peux confirmer que des troupes nord-coréennes ont été envoyées en Russie et que des unités militaires nord-coréennes ont été déployées dans la région de Kursk, a-t-il déclaré. Sans aide extérieure, il ne pourrait pas poursuivre son attaque en Ukraine. Cela est dû au fait que les Ukrainiens ripostent avec courage, ténacité et ingéniosité. Le 1R novembre, Zelensky a ensuite affirmé que les troupes russes elles-mêmes avaient confirmé que des troupes de la RPD se trouvaient à Kursk. Il a déclaré « Nous avons des informations claires. Ces informations viennent de m'être transmises. La Russie a confirmé la présence de troupes nord-coréennes après avoir discuté de la question avec l'Occident. En Ukraine, elles interviendront dans la bataille. Pour étayer ces affirmations, le Korea Herald a rapporté que la Russie avait offert à la Corée du Nord 2000 $ par soldat et environ 700 000 tonnes de riz par an en échange de son soutien dans la guerre contre l'Ukraine. La Russie a adouci la transaction en promettant de fournir à la Corée du Nord des technologies spatiales et un soutien militaire potentiel en cas de conflit sur la péninsule coréenne. Malgré toutes les accusations et les preuves contraires, il n'existe aucune preuve concrète et solide de la présence de forces nord-coréennes en Ukraine. Le seul matériel vidéo qui a émergé des deux côtés et qui suggère la présence de Nord-Coréens, morts ou vivants, est celui du soldat nord-coréen prétendument blessé, bien que des centaines d'images soient publiées chaque jour montrant l'enfer sanglant qu'est le combat sur la ligne de front ukraino-russe. Selon la direction principale du renseignement ukrainien, HUR, il existe 2 enregistrements de conversations prétendument interceptés entre des soldats de la 810, brigade navale séparée de Russie,
les 26 et 27 octobre. Ces conversations montrent que les forces nord-coréennes sont présentes dans la région de Koursk et les Russes n'en sont pas particulièrement heureux car ils expriment un certain nombre de préoccupations. Entre autres, les soldats se plaignent du manque de traducteurs et expriment leur incertitude quant à la manière dont ils doivent gérer les Chinois qui arrivent. Les appels interceptés ne constituent pas une véritable preuve que des Nord-Coréens combattent en Ukraine, indépendamment de leur légitimité. Que signifie donc tout cela? En réponse à la question, les Nord-Coréens sont-ils engagés dans des combats sur le front ou à Koursk? Compte tenu de la complexité et de l'expertise de l'équipe d'information de guerre de Kiev, aucune des preuves n'est suffisamment convaincante en soi pour être considérée comme une preuve formelle. Cependant, si on les met toutes ensemble, il semble qu'il y ait trop de fumée pour qu'un seul coup de feu ait pu être tiré. En résumé, il ne fait aucun doute que des troupes nord-coréennes sont présentes en Ukraine, même si l'on ne sait pas exactement ce qui leur a été promis là-bas. Les soldats nord-coréens sont-ils utilisés comme chair à canon? C'est la même question que nous avons posée au début du film. Serait-il surprenant qu'il s'avère que Kim et Poutine ont effectivement accepté que des troupes nord-coréennes soient utilisées de cette manière? Kim a sans aucun doute un grand nombre de soldats à sa disposition. En plus de ses membres actifs estimés à 1,3 million, l'armée nord-coréenne a récemment mené une campagne de recrutement qui, selon l'agence de presse nationale KCNA, a conduit à ce que jusqu'à 1,4 million de personnes attendent de s'enrôler comme nouveaux conscrits. Peut-être sont-ils conscients d'être délibérément envoyés dans le hachoir à viande car leur expérience du combat est minime et leur formation douteuse. Mais pourquoi quelqu'un accepterait-il cela? En fait, il y a de nombreuses variables qui pourraient influencer cette décision. S'il était garanti que l'argent soit versé à sa famille, les $2000 par soldat dont nous avons parlé pourraient en valoir la peine pour un pauvre homme.